conditions qui sont absolument nécessaires, c'est l'absence d'objectifs précis et fixés à l'avance. Il faut être entièrement disponible à cette rencontre, faire preuve de lâcher prise. Et pour cela, j'ai un expert en la matière. Il s'appelle Philippe. Philippe, si tu as 2 mots à nous dire sur toi et comment tu peux nous aider à lâcher prise ce soir, passer une belle soirée sans rien attendre. Ok, ben, merci Anne, hein. Merci pour cette demande déjà qui est assez énorme. Merci Nathalie de m'avoir invité. Merci Patrice, bonjour à tous. Ouais, je voudrais juste rappeler avant de commencer qu'il y a encore pas mal de micros qui sont ouverts. On n'a pas les fonctions d'administrateur, donc soyez vigilants pour ceux qui sont là de fermer vos micros pour que ça passe pas trop de bruit pour tout le monde. Ok, donc je vais me présenter très rapidement en disant des choses qui me semblent en connexion avec ce qu'on dit ce soir. Donc moi, quand j'avais 50 ans, ma boîte a déposé le bilan et j'ai décidé d'aller vers quelque chose qui m'intéressait, qui était le théâtre. Et plus particulièrement, j'avais envie d'écrire mes propres textes et de porter mes propres textes devant un public. Donc je me suis lancé dans le one-man show en me fixant en plus la contrainte de faire rire. Et donc j'ai fait de la scène pendant à peu près 2 ans et demi avec un stress à chaque fois que j'étais sur scène, qui était le stress d'arriver à ce qui est pour un comédien le nirvana, et j'entends par là le comédien de scène, et le nirvana, il a déjà été spoilé par Nathalie tout à l'heure, parce qu'en fait, le nirvana, c'est ce qu'on appelle en théâtre la connexion. C'est pas que dans le monde de la musique, c'est aussi dans le monde du théâtre. Et s'il y a bien une façon de ne pas arriver à se connecter, c'est d'être stressé. Il y a, je dirais, une condition première à pouvoir peut-être arriver à se connecter, et c'est d'être détendu. Et donc, pour arriver à ça, j'ai pratiqué, je me suis mis à faire de l'improvisation parce que j'ai trouvé que dans l'impro, je trouvais des outils qui me permettaient de, enfin, plus que des outils, c'est pas des outils en fait, c'est une pratique. C'est une pratique qui permet de pouvoir enlever, lâcher le stress. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement cool que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'amener ça hors de la scène et d'amener ça vers des gens qui font pas de théâtre. Et du coup, j'utilise ça dans des ateliers et j'utilise notamment un concept qui est génial dans l'impro, c'est ce qu'on appelle le concept du oui et. Le oui et, c'est accepter ce qui est là et faire avec. Ou pour être plus précis, c'est accepter la proposition qui nous est faite, donc la proposition qui vient de quelqu'un ou la proposition qui vient du monde, du hasard, la proposition qui nous vient, et de rajouter notre propre envie à cette proposition. Donc en fait, c'est une méthode de co-construction. Voilà, donc tout à l'heure, Nathalie a dit que je me définissais comme un facilitateur d'enthousiasme et j'ai envie de partager avec vous quelque chose que j'ai découvert ce matin. Et merci à Delphine Simonard qui doit être dans le public et qui m'a permis d'entendre ce podcast. Et dans ce podcast, on demande à Éric Julien, que vous connaissez peut-être, qui est la personne qui fait beaucoup de conférences où il s'inspire des Kogis de Colombie. Et on lui demande la définition de l'enthousiasme. Et Éric Julien répond cette chose que je trouve géniale et que j'ai envie de partager avec vous. Il dit être enthousiaste, c'est se laisser traverser par la vie. Alors oui, c'est ça mon boulot et c'est quand même un super boulot. Et donc ce soir, j'ai envie que vous vous laissiez traverser par la vie. Et donc je vais vous demander une seule chose. Je vais vous demander, ça a déjà été dit, mais je le répète, je vais vous demander de ne pas avoir d'attente. D'être juste là et de laisser venir ce qui viendra. Et je vais donc vous poser une question. Je vais vous poser une question que je demande, une question que je pose surtout quand je fais des formations à des étudiants, parce qu'ils sont une trentaine, que je ne les vois pas, hein, c'est comme ici, je ne vois pas leur tête. Les étudiants, ils ont souvent des préoccupations, ils ont leurs examens, ils ont leur stage à trouver, ils ont leurs copines qui posent ou leurs copains qui leur posent des problèmes. Et donc, je leur dis toujours, parce que j'ai besoin de savoir est-ce qu'ils sont vraiment là avec moi, comment ça va se passer ce cours. Et donc, je leur demande souvent au début de cours de me dire quel pourcentage de leur cerveau est là avec moi. Et j'ai envie de vous poser cette question maintenant. C'est-à-dire, essayez dans le chat, dans la discussion, en fait, quand vous allez dans la discussion, mettez un chiffre entre 0 et 100, donc, en sachant que vous n'êtes pas à 0, parce que si vous êtes à 0, vous n'avez même pas entendu ma question. Donc, un chiffre qui serait à peu près le pourcentage de votre cerveau qui est là, actuellement, disponible avec moi, qui n'est pas préoccupé par ce que vous avez fait ce matin, qui n'est pas préoccupé par ce que vous devrez faire demain ou ce soir. Essayez d'évaluer ça. Quel pourcentage de votre cerveau est là, en ce moment, avec moi, à m'écouter?
Ouh là là, je vois que les chiffres, Philippe, sont très variables. Catherine, elle est là à 100%, Myriam aussi. Heureusement que Delphine est là à 90%, très variable. J'avoue que Emmanuel dit, j'avoue que je pense à tout ce que je dois faire. Donc, Thierry pique à 30%, 60% pour Michel Bonaventure. Donc, vraiment, c'est très variable. Bon, on a de la chance. Thierry est là à 70% avec nous. Bertrand, 80%. Mathieu, 90%. Ça monte. Très variable selon les participants. J'ai vu beaucoup de chiffres qui étaient en général plutôt au-dessus de 50. J'ai vu pas mal au-dessus de 60, 70 en général. Donc, c'est quand même plutôt cool. Ouais, je pense qu'on a quand même des gens qui sont là et qui sont là avec de la disponibilité pour nous écouter ce soir, ce qui est quand même la promesse d'éventuelles jolies rencontres. Voilà, j'en reste là pour moi, Anne, et je te redonne la parole. Merci Philippe. Moi, le lâcher-prise, c'est bien ce qui m'a permis de rencontrer Nathalie, que je côtoie aujourd'hui au sein de l'entreprise des possibles. Nous nous sommes croisés plusieurs fois et puis un jour, les conditions propices à la rencontre ont été réunies. Nous n'étions plus 2 femmes occupant un poste dans leur structure respective, mais 2 personnes ayant ouvert leur capteur, l'intériorité de l'autre. J'ai aimé sa personnalité, j'aime sa personnalité, parcours et surtout sa quête permanente d'entremêler des mondes différents grâce à la rencontre. Nathalie, si tu veux nous dire quelques mots sur toi et ton parcours et pourquoi le sujet de la rencontre anime tant. Merci Anne, j'ai vu que tu avais des qualités de commentateur sportif avec un pourcentage, donc une qualité de plus. Merci. Donc, pour résumer en 2 mots mon parcours, comme tu dis, effectivement, j'ai toujours tenté en fait de faire dialoguer des mondes très différents. Alors, celui de la grande pauvreté, parce que c'était mon sujet d'études, de travail, et le monde de l'entreprise. J'ai toujours voulu faire dialoguer ces 2 mondes en disant qu'il y avait des choses à faire ensemble. Faire dialoguer aussi le monde de la recherche académique avec l'expérience du vécu, de la grande précarité. Et j'essaye d'avoir un rôle de facilitateur entre des mondes qui souvent s'ignorent, forcément, donc l'entreprise et la grande pauvreté, voilà, ils n'ont pas forcément beaucoup de choses à faire ensemble. Mais pourtant, voilà, il y a de plus en plus de nouvelles pistes qui s'élaborent pour faire se croiser ces mondes et se faire rencontrer ces mondes. Alors, j'ai notamment animé pendant 6 ans les ateliers de l'entrepreneuriat humaniste, qui existent toujours, et je vous invite à découvrir. Et j'ai rejoint depuis 1 an l'entreprise des possibles pour accompagner les entreprises et les associations dans leur engagement commun en faveur des sans-abri dans la métropole de Lyon. Alors, ce sont des lieux, les AEH, Ateliers d'entrepreneuriat humaniste et Entreprises des possibles, des lieux qui permettent vraiment à chacun d'expérimenter qui nous sommes, quelle est notre relation aux autres, et notamment dans le monde du travail, et aussi quel est notre rapport au monde. Alors, les AEH, donc Ateliers l'entrepreneuriat humaniste, pour résumer, c'est un réseau de personnes qui sont convaincues, comme le chercheur Jacques Lecomte, que j'avais fait intervenir et qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les entreprises humanistes ». Donc, comme lui, on pense que les entreprises humanistes existent. Il en a donné beaucoup d'exemples dans son ouvrage et que chacun a un rôle à jouer pour remettre l'humain au cœur des organisations. Donc, les AEH organisent pour ça des temps d'échange, qui sont inspirants, des ateliers, beaucoup intervenu, notamment Philippe, des ateliers entre managers, entre dirigeants, chercheurs, consultants, étudiants, justement autour du management et la gouvernance humaniste. Mais alors, il n'y a pas des entreprises qui sont humanistes, d'autres qui ne le sont pas, il y a une espèce de visée humaniste. Donc, pour s'inscrire dans cette démarche humaniste, c'est aussi aider l'entreprise à s'impliquer sur son territoire, à jouer un rôle autour des enjeux sociétaux, donc, et d'agir sur les fragilités des personnes, du territoire. Et l'entreprise est possible, ça permet vraiment, de manière opérationnelle, aux entreprises d'être un acteur fort de la lutte contre l'exclusion. Et ça c'est très innovant. L'entreprise est possible, en quelques mots, c'est un collectif d'entreprises qui ont été mobilisées par Alain Mérieux pour apporter un soutien à la fois humain, financier, immobilier, donc aux associations qui viennent déjà en aide aux sans-abri. C'est un fonds de dotation qui a été créé il y a 2 ans seulement. Il regroupe déjà 72 entreprises. Cette année, on a 11 projets que nous finançons autour du logement. Et vraiment, la manière d'agir est innovante. Alors, pour vous l'expliquer,
voilà, pour vous expliquer comment ce monde de l'entreprise, du social, secteur public se rencontre, je vous propose de visionner un reportage donc, de France 24 qui a été fait très récemment, qui est très court, mais qui vous donnera un bon résumé. Est-ce que, Patrice, tu peux nous envoyer la vidéo? Je crains que ce ne soit pas possible, malheureusement, parce que comme on n'a pas de droit administrateur, alors attends, parce que… malheureusement, les vidéos ne sont pas disponibles. Ce que l'on fera, Nathalie, c'est qu'on les mettra dans les remerciements en lien suite à cette conférence. Mais là, malheureusement, je n'ai pas la possibilité. D'accord. On n'a pas la possibilité de partager notre écran en tant que participant non plus? Ok. Bon, il y a quelqu'un qui vient de partager là. Hein. Il y a quelqu'un qui vient de partager l'écran. J'en profite pour redire, il y a des gens qui ont le micro ouvert, notamment Frédéric et Marin. Et je pense que ce serait pensé à fermer votre micro. C'est moi, Philippe, je pense que j'arrive à passer le film. Ah, ça serait super. Ah bah donc. Alors, on te laisse faire. C'est la pub, hein, c'est la pub. Oui, oui. Ok. Il y a du bruit, il y a des gens qui ont le micro ouvert. Et du coup, si vous êtes administrateur, vous pouvez couper. Ouais. Je pense que tu devrais donc avoir les autres fonctions d'administrateur, Anne. Tu devrais également pouvoir couper les micros. Tu devrais pouvoir couper les micros, ouvrir des salles, tout ce bazar. On va déjà lancer la vidéo si c'est possible. Et... oui. Et après, on verra, on va improviser. On vous a dit qu'il ne fallait rien attendre ce soir. Donc, Bon, je note. Alors, attends. Ça va arriver. Pas de souci. Petit temps de respiration. Bon, ça ne marche pas. De toute façon, t'en fais pas, on est tous en lâcher prise, là, donc on n'a pas d'attente. On voyait ton écran tout à l'heure. Ah, c'est super. Bravo, c'est ça. Bravo. Ah, par contre, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son? Il faut l'activer en bas, Anne. En bas, tu peux activer le son. Ouais. En bas, quelque part, tu peux activer le son. Voilà, on met au début. On va y arriver. Bon. Allez, en live. Pas de souci, il y a un bouton tout en bas si tu le trouves. Non, mais j'y arrive pas. On va laisser tomber. Désolée. Il y a un message qui dit que lorsque l'on partage l'image, il y a un bouton aussi pour dire partager le son. Ah. Amandine, si tu peux prendre la voix pour peut-être piloter. C'est toi qui as fait la recommandation. Oui, bonsoir. Effectivement, quand on fait un partage d'écran, il y a une fonctionnalité qu'il faut cocher pour partager le son en plus de l'image. C'est une autorisation spéciale au moment de la fenêtre de partage d'écran que tu vas trouver quand tu mets en bas à gauche, quand tu as ta fenêtre de partage d'écran. Pardon, je suis sur le tutoiement. Quand tu choisis ta fenêtre, il y a deux petites coches en bas, partager l'audio et optimiser pour le clip vidéo. Mais je ne l'ai pas, cette coche. J'ai un lien pour partager, mais ah oui, partager le son, pardon. C'est bon, ça marche. Ok. Alors, attends, parce que maintenant, il faut que je retrouve la vidéo. Bien. Je peux supprimer la pub. C'est pas grave, je sais pas. Pas grave. Voilà. Merci Amandine. Par contre, je sais pas si on voit peut-être pas le bon écran, la vidéo. Là. On voit l'explorateur, enfin le navigateur. On voit pas la vidéo, Anne. Ah, bah, écoute, c'est bon. On voit pas le bon écran en fait. Bon, eh ben, écoutez, je crois qu'on va en rester là. Nathalie, tu continues? Non, mais t'allais. Pas de souci, on mettra le lien et vous pourrez regarder. Donc, c'est une petite vidéo qui a été faite sur France 24 et qui montre en fait que c'est surtout le message qui passe à travers cette vidéo, c'est que c'est une mobilisation des salariés des entreprises
pour rencontrer le monde de la grande exclusion et ça marche très très bien. Vous verrez, ça sera une petite découverte que vous aurez à l'issue de la conférence, on vous mettra le lien. Voilà, donc Karim, Philippe, Anne sont impliqués dans l'entreprise des possibles, hein, donc ce n'est pas un hasard si on y croise des personnalités comme ça, parce qu'il faut des personnalités diverses engagées pour faire vraiment vivre un collectif comme celui-ci. Donc, je laisse à nouveau la tâche à Anne pour animer la soirée et rentrer vraiment dans le cœur du sujet de la rencontre. Alors, on a un dernier invité, merci Nathalie, à vous présenter ce soir parce que la rencontre est aussi un sujet essentiel à Karim, présent avec nous ce soir, qui en a fait au sein de l'association qu'il a cofondée, Les Cités d'Or, un moyen au service de la réconciliation, notamment pour des jeunes publics fragilisés. Est-ce que Karim est parmi nous? Est-ce qu'il veut nous en dire 2 mots? Et est-ce qu'il veut se présenter? Oui, merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Bon, super. Très bien. Et je ne sais pas si vous me voyez. Très bien. Bon, parfait. Alors, donc, voilà, bonjour. Oui, merci Anne, merci Nathalie. Vous avez pu remarquer à quel point comment dire, l'introduction de ma personne était élogieuse. J'espère que la déception ne sera pas trop grande parmi vous. Déjà, peut-être vous dire quelque chose de très intime, mais qui fait un lien assez naturel avec le sujet de ce soir, c'est que je suis tunisien et breton par mon papa, et guadeloupéen et anglais par ma maman. Et que parmi ces Tunisiens, Bretons, Guadeloupéens et Anglais, il y a de noirs, de personnes de couleur noire. Donc, la rencontre, j'ai dû, d'une certaine façon, la négocier dans ma chair, entre des mondes ethniques, des mondes culturels différents, mais aussi des mondes sociaux différents, puisque ma famille, c'est aussi la confluence d'anciens colons, d'anciens colonisés, d'anciens prolétaires ou de prolétaires et de bourgeois. Donc, ce sont tout un tas de mondes qui, évidemment, se côtoient dans la société, mais qui, la plupart du temps, vivent parallèlement les uns des autres. Et donc, il y a vraiment nécessité à faire se rencontrer ces mondes. Et on aborde peut-être là la question de l'identité. La question de l'identité qui nous renvoie, chacun d'entre nous, à la rencontre avec soi-même, déjà, avant d'envisager la rencontre avec l'autre. Et quand on porte en soi une multiplicité d'héritages, une multiplicité aussi de repères, il est parfois difficile, voire très compliqué, de pouvoir relier ces mondes, de pouvoir les faire échanger, de pouvoir les faire dialoguer de façon féconde en tout cas. Autre élément de ma vie, c'est que peut-être du fait de cette histoire, j'ai été très très tôt attiré par la diplomatie, par le fait d'être un pont entre des mondes différents. Alors j'ai évidemment souhaité dans ma jeunesse faire de la diplomatie dans un cadre gouvernemental. Et puis, à l'issue d'un stage long en ambassade, j'étais bien jeune à l'époque, hein, j'avais à peine une vingtaine d'années. J'étais à l'ambassade de France au Guatemala, j'y suis resté pendant près d'1 an. Et je me suis rendu compte que la diplomatie gouvernementale, ce n'était pas mon truc. Voilà, pour plein de raisons sur lesquelles, évidemment, je ne m'étendrai pas ce soir parce que ce n'est pas le lieu. Mais figurez-vous que le hasard de la vie et que le hasard des rencontres a fait que j'ai pu rencontrer une personne malheureusement disparue aujourd'hui, Patrice Bara, un grand journaliste, un grand documentariste aussi à qui je rends hommage, et avec qui il y a eu une vraie rencontre. Et cette rencontre, de proche en proche, a fait que je suis devenu secrétaire général d'une ONG franco-américaine qui s'appelait en tout cas à l'époque Bridge Initiative International, que Patrice avait fondé. Et donc, il m'a demandé d'en devenir secrétaire général. Et j'ai pu, comme ça, si vous voulez, enfin, réaliser un rêve d'enfant dans un cadre qui me convenait bien mieux. Il s'agissait de diplomatie non gouvernementale.
L'idée était simple, hein, c'était d'ouvrir des espaces de médiation un peu exploratoires entre acteurs de la mondialisation en conflit. Donc, je vais vous la faire brève. Ce soir, on avait sur tout un tas de champs thématiques ou géographiques à faire se rencontrer des acteurs globaux qui étaient en conflit, parfois violents, puisqu'à l'époque, ils s'insultaient par médias interposés, les faire se rencontrer, les faire se connaître pour tenter de voir ce qu'ils avaient en partage et comment ensemble ils pouvaient faire avancer les choses au niveau global. À côté de la table, il y avait, sans être d'ailleurs très, très caricatural, les représentants des principales institutions internationales, FMI, OMC, Banque mondiale, système onusien évidemment, FAO, etc. Et de l'autre côté de la table, il y avait les représentants des principales ONG structurées au niveau mondial. Amnesty, CARE, Oxfam, Via Campesina, Greenpeace, etc. Et ça a été, si vous voulez, une période de ma vie et des moments délicieux dans tous les sens du terme, difficiles, hein, compliqués, mais des moments justement où on a essayé de se donner les moyens de susciter de vraies rencontres. J'y reviendrai sans doute hein, sur la définition que j'ai, et sans doute que nous avons tous, enfin tous, en avant en tout cas une définition singulière de cette fameuse rencontre. Karim, je vais te demander de finir en quelques mots, parce qu'après on va rentrer dans le vrai vif du sujet. Bien sûr. En quelques mots, j'ai tout lâché en 2012 pour investir l'essentiel de mon temps dans une association qui s'appelle les Cités d'Or et que j'avais cofondé quelques années avant avec mon petit frère. Et l'ambition de cette association, c'est de porter un projet de réconciliation avec nous-mêmes, de réconciliation entre nous et de réconciliation avec le monde. Voilà, Anne, désolée d'avoir été un peu longue. Non, parfait, c'est toujours très inspirant. Alors, je pense que de rentrer dans le vif du sujet, de faire un petit tour de table de nos invités pour les interroger sur ce qu'ils entendent par la rencontre, la vraie rencontre, et qu'avons-nous à en attendre et en quoi cela a changé vos vies. Je propose à Nathalie de commencer, puisque c'est notre invité d'honneur à y répondre. En quoi les rencontres ont-elles changé ta vie et qu'est-ce que tu appelles les vraies rencontres? Ton son? Oui, non, je ne suis pas invitée d'honneur, on est… Voilà, je pense que vous avez plein de choses très intéressantes à dire. Alors, moi, je dirais que la vraie rencontre, pour moi, c'est vraiment la combinaison de deux choses. À la fois, c'est une curiosité à rencontrer l'autre, en fait, à découvrir son monde, son univers. Et puis, en même temps, comme j'évoquais tout à l'heure, un sentiment de compréhension mutuelle immédiate. En fait, pour moi, quand on est dans une vraie rencontre, on a vraiment le sentiment de renouer avec soi-même. C'est comme si on se reconnaissait en l'autre, alors qu'on est aussi attiré par son altérité et sa différence. Et en fait, ça nous fait ressentir une sorte d'élan et ça nous donne une envie d'être dans l'action. Bon, par exemple, ensemble, on a envie de faire un projet, ensemble, on a envie d'aller vers quelque chose qui est important, qui est en général important pour nous, qu'on n'avait jamais fait, parce que voilà, on n'avait jamais eu l'élan, on n'avait jamais osé, les conditions ne semblaient pas réunies. Et tout d'un coup, on rencontre l'autre qui est différent et il nous connecte à nous-mêmes. Voilà, pour moi, c'est ça, c'est que ça crée un élan, un désir. En fait, ça donne des ailes sur un projet. C'est le philosophe Alain qui dit le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Et ben voilà, des fois, c'est vraiment que quelqu'un nous aide à y aller. Voilà, donc de dire aussi que dans le monde professionnel, on peut être dans ce type de rencontre qui nous aide à aller plus loin. En fait, je pense, je suis effectivement dans ma vie professionnelle, quand je regarde avec le recul, j'ai toujours été dans de l'engagement sociétal, mais finalement, j'avais envie d'être dans une aventure collective. Et je pense que ce sentiment d'envie d'être dans une aventure collective, on l'a tous plus ou moins, on l'a tous, sur des choses différentes. Et c'est comme si ça nous rendait plus forts. Et donc, chacun va trouver soit dans son environnement personnel, soit professionnel. Et moi, je sais que professionnellement, j'avais envie d'être dans ces rencontres permanentes qui me donnent le sentiment d'être dans l'action, en tout cas qui m'invitent à être dans l'action.
voilà, et puis de se dire que… alors Charles Pépin, pour reprendre des éléments de son ouvrage, il dit en fait que… Lui, j'avais pris des notes, je disais, il a écrit « J'avais peur parce que je ne voyais que le monde et moi, mes responsabilités et moi, mon angoisse et moi. J'avais oublié que l'essentiel pouvait venir d'ailleurs que de moi. » Et c'est vrai que c'est de se dire, on est face au monde et on ne sait pas comment on peut agir, avoir un rôle. Et finalement, c'est de se dire, connecté aux autres, on peut agir. C'est pour ça que moi, je me suis aussi formée à l'intelligence collective, parce que j'ai vraiment découvert par cette approche qui est d'abord une posture, mais aussi des manières de faire, qu'ensemble, on pouvait avancer plus vite, hein, avancer mieux. Sur le plan personnel, en fait, je pense aussi à une amie qui, à chaque fois que je la vois, quand je l'ai rencontrée, à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression que quand on discute et qu'on se connecte, c'est comme si je rentrais chez moi, enfin, un peu comme Ulysse rentre chez lui. Et en même temps, j'ai l'impression d'être dans le voyage, c'est-à-dire que on découvre un univers de l'autre qu'on trouve très riche, et en même temps, on a l'impression d'être rentré à la maison. Voilà. Et puis, sur le plan professionnel, pour illustrer mon propos de tout à l'heure, aussi bien aux AEH qu'à l'entreprise est possible, c'est vrai que je fais des rencontres où je découvre vraiment l'autre dans son altérité, et en même temps, je me sens vraiment connectée, je me sens en territoire connu. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ces 2 dernières expériences. L'entreprise est possible, c'est depuis 1 an seulement, et je pense que je ne pourrai plus travailler dans d'autres univers qui facilitent ces rencontres, parce que c'est des lieux qui me donnent vraiment envie de construire des projets. Et par exemple, mon implication aux AEH a vraiment été suscitée par une rencontre, celle de la personne, alors je vais dire son nom, c'est Jacques Debussy, qui a vraiment créé ce lieu, une démarche à la fois très spirituelle et très opérationnelle. Et je suis restée aux AEH parce que j'ai eu l'énergie de développer un lieu qui était quand même assez improbable, qui était un lieu juste pour créer de la rencontre et des ateliers. Et en fait, j'ai pendant ce temps-là fait une autre rencontre, entre guillemets, parce que c'est plutôt une personne qui est décédée, qui a écrit des ouvrages, c'est Will Schultz, qui a écrit L'élément humain. Cet ouvrage, L'élément humain, c'est vraiment remettre l'élément humain dans les organisations. Ça m'a transformée parce que j'ai vraiment découvert comment on crée les conditions de la rencontre, et surtout comment on crée les conditions de la qualité du lien au travail, dans une réunion, dans un travail d'équipe. Et l'essentiel à retenir, c'est que souvent, on se donne des objectifs, et en fait, il faut vraiment être dans le lâcher-prise, comme le disait tout à l'heure Philippe. Et donc, quand on anime une réunion, c'est vraiment de créer un processus de travail. Certes, on a un enjeu, on crée un processus, on amène du contenu, mais finalement, s'il y a un choix à faire parce que quelque chose se passe mal, parce qu'une personne ne trouve pas sa place, on lâche le contenu et on est vraiment centré sur la qualité du lien et comment on vit ensemble ce moment de réunion, de travail d'équipe. Ça a vraiment été une découverte pour moi parce que ça permet on met le cadre et après, on est dans le lâcher-prise. Ok, merci pour ce beau témoignage, Nathalie. Philippe, est-ce que tu veux nous dire peut-être Charles Pépin dit souvent que le croisement, c'est pas la vraie rencontre, ça peut être différent, et il semblerait que la vraie rencontre permet de heurter 2 personnes et que les 3 trajectoires soient modifiées. Est-ce que tu as un mot à nous dire là-dessus? Ouais. Alors, déjà, c'est pas une question facile hein, quand on a préparé, parce que oui, on a préparé. Ça a été spoilé, donc on n'est pas complètement spontané ce soir. Ça a été préparé, et franchement, c'est une question. C'est quoi une rencontre? C'est pas le type de question que je m'étais posé des millions de fois avant, et surtout d'essayer de trouver une réponse simple à ça. Mais je pense que ce qui m'a aidé finalement, c'était que oui, comme tu viens de le dire, on s'est posé pas mal de questions en termes de la différence entre se croiser et se rencontrer. Et en fait, je voudrais juste prendre un exemple. Et l'exemple que je voudrais prendre, c'est celui du networking. Alors, le networking, c'est quelque chose que on pratique plus trop en ces temps de Covid, mais moi, en tant qu'entrepreneur, et je pense qu'il y en a pas mal dans l'auditoire là qui s'y reconnaîtront, quand on fait du networking, quand on est entrepreneur, on a besoin d'en faire, et c'est-à-dire qu'on passe des soirées à rencontrer des gens, et on serre des mains, et on écoute, et on parle, et on collectionne des tonnes de cartes de visite. J'ai un immense tiroir plein de cartes de visite. Et en fait, quand on prend un peu de recul par rapport à ça, on s'aperçoit que des milliers de croisements plus tard, on dira, il ne s'est pas passé grand-chose. Et parce qu'effectivement, ce sont essentiellement des gens qu'on croise. Et
je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'il y a des gens pendant ces sessions de networking que j'ai vraiment rencontrés? Et là, en fait, je m'aperçois que maintenant que Nathalie elle a parlé, je vais un peu paraphraser ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire que je me suis aperçu qu'il y avait quelques personnes avec lesquelles je pense qu'il y a eu une rencontre. Et en fait, ce sont des personnes avec lesquelles il s'est établi une forme de connexion. Comme je disais tout à l'heure dans le théâtre, quand on a tout d'un coup ce truc qui s'établit, là, cette espèce de relation à 100%, on a l'impression d'être juste bien ensemble. Et on a envie de faire quelque chose ensemble. Et je pense que pour moi, c'est ce qui vraiment définit, c'est là que je verrai la différence entre la rencontre et le croisement, c'est que dans la rencontre, oui, on a envie de co-construire quelque chose. Et on a envie de se revoir pour discuter, pour aller plus loin. Et je pense notamment à Vincent. Alors Vincent, c'était quelqu'un que j'ai croisé comme ça lors d'un networking. Et puis on sait, je sais pas, il y a un truc qui est passé. Et on a eu envie de faire quelque chose ensemble. Et on s'est revus pendant des mois. On se voyait une fois par semaine, comme ça, dans un bar, pendant 1 heure, 2 heures. On discutait de la pluie et du beau temps. On refaisait le monde et on laissait venir des idées en se disant qu'il y a bien un moment donné où on trouvera un truc à faire ensemble. Il y a un moment donné, même, on voulait lancer un truc qui se serait appelé quelque chose comme les jokers. Et moi, ça me parlait parce que c'était vraiment la notion d'être le fou du roi, d'être capable de dire à des puissants ce que le fou du roi pouvait se permettre de dire parce qu'il était un peu dingue et qu'on était tous les deux un peu dingues, je pense, et qu'on s'est dit que ça serait quand même bien cool d'être les fous du roi. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait parce que Vincent est parti à Bruxelles et puis voilà, il fait le fou à Bruxelles. Voilà, écoute, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi et avec l'auditoire ce soir. Merci Philippe. Alors, il paraît que la rencontre s'évalue au changement qu'elle produit. Est-ce que Karim, tu as 2 petits mots à dire là-dessus? Et qu'elle modifie le regard qu'on a du monde? Karim? Je récuse la question. En tout cas, je vais essayer peut-être, enfin pour y répondre, je plaisante évidemment Anne, mais pour y répondre de façon un peu détournée, j'aimerais bien être dans le prolongement de ce qu'il vient de dire. Et mon sentiment, c'est que tout ce temps que nous sommes, nous avons évidemment beaucoup d'interactions sociales, d'interactions humaines. Évidemment, certains plus que d'autres. Mais je pense, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai une définition, une conception très exigeante de la rencontre, je pense que nous avons vécu, nous vivons très peu de rencontres. Parce que pour moi, la rencontre est indissociable d'une interaction ou d'une transaction en liberté et en vérité. Et il y a, ma foi, bien peu de moments dans une vie où on se permet d'interagir en liberté, en toute liberté et en toute vérité. Alors, on pourra sans doute évoquer les raisons pour lesquelles la chose est si rare, ou les conditions qui peuvent permettre la rencontre. Mais le fait est que pour moi, une vraie rencontre, c'est une rencontre où les masques tombent, où les masques sociaux tombent, où les masques fonctionnels tombent. Je vais vous prendre un exemple tout bête, et que je connais relativement bien parce qu'il m'est proche, c'est la relation que j'ai avec mes enfants. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais longtemps passé à côté d'une vraie relation avec mes enfants parce que j'étais dans un rapport fonctionnel, de parent à enfant, et pas de singularité à singularité, pas d'humain à humain. Alors évidemment, c'est aussi une question d'âge. On ne peut pas demander à un enfant de 4 ou 5 ans d'être dans un rapport adulte, entre guillemets, sans phare, sans masque, d'humain à humain. Mais je pense que la vraie rencontre est à ce prix et qu'elle répond à un besoin fondamental chez l'individu de transparence. Il y a bien peu d'espace dans la vie et il y a bien peu de relations d'entretien à travers lesquelles on peut se montrer sous un jour sans phare, sous une lumière crue. La plupart du temps, on masque, on escamote, on travestit, on montre un visage aimable, qu'on juge aimable. Mais c'est compliqué souvent d'avoir la liberté et la vérité d'être tel que l'on est. Et je pense que quelque part, la vraie rencontre va permettre aux personnes qui la vivent de pouvoir dire cette chose assez bête, mais je trouve assez parlante: je te vois. Je te vois tel que tu es.
Et je sais que toi-même, tu me vois tel que je suis. Et ce qui est fabuleux avec la vraie rencontre, pour moi en tout cas, c'est que cette rencontre avec l'autre va permettre ou va faciliter la rencontre avec soi, va nous révéler de nous-mêmes des choses que parfois on passe tant de temps à escamoter, à cacher ou avec lesquelles on passe tant de temps à composer qu'on ne se rencontre pas soi-même. Et peut-être un dernier mot, pour moi, la rencontre n'est pas forcément quelque chose d'agréable. Il y a, si vous voulez, pour moi, dans mon expérience de vie, il y a 3 types de rencontres. Il y a d'abord la rencontre qui relève de l'accident. Bon. Il se trouve que 2 personnes étaient au bon endroit au bon moment et disponibles à une rencontre. Mais c'est accidentel. Il y a un deuxième type de rencontre qui va relever du désir ou de l'envie. J'intuitionne qu'il y a quelque chose chez cette personne que j'ai envie de découvrir. Et j'ai tellement envie de le découvrir que je suis prêt à me démasquer pour aller à sa rencontre. Et puis pour moi, il y a un 3e type d'occasion de rencontre, c'est la crise. Ou parfois la fatigue de porter le masque. Et où on n'a tellement plus envie de jouer, où l'autre, en tout cas ce qu'on perçoit de lui, nous paraît parfois tellement peu aimable ou tellement peu appréciable qu'on va tomber le masque pour lui dire tout ce qu'on pense. Tout ce qu'on pense de lui, ou d'elle, mais on va aussi, à travers cette opération, se révéler et justement agir en liberté et en vérité. Et ce ne sont pas d'ailleurs forcément, ce sont de vraies rencontres pour moi, qui bien souvent nous apprennent beaucoup de nous et qui vont changer notre perception de nous-mêmes, de l'autre ou du monde. Ce qui ne veut pas dire évidemment que cette relation va avoir vocation à être entretenue. Mais en tout cas, elle va être marquée d'une pierre blanche parce qu'elle aura été un moment fort, un moment important, un moment de liberté, un moment de vérité. Merci Karim pour cette intervention, toujours aussi passionnée et passionnante. Je ne sais pas si Philippe ou Nathalie veulent rajouter des éléments sur ce qu'on appelle la vraie rencontre et en quoi elles ont changé leur vie. Sinon, je vous propose d'aborder les conditions nécessaires à ces vraies rencontres. Avec vos expériences, Philippe, Nathalie, qu'est-ce qui vous semble indispensable de mettre en œuvre pour faire ces vraies rencontres? Qui veut intervenir? Alors Philippe, je te laisse intervenir. Moi, j'interviendrai à la fin parce que je ferai la jonction avec notre invité. Ok, bah écoute, je reviendrai un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais essayer d'être cohérent avec moi-même. C'est-à-dire que si je considère qu'effectivement, c'est la connexion qui, pour moi, est ce qui va permettre finalement d'engendrer une rencontre, enfin une envie de faire des trucs ensemble. C'est comme ça que moi, je vois la rencontre. Donc, je le vois plutôt sur un ton, je le vois plutôt de façon positive. Enfin, moi, c'est ma définition, en tout cas, pour ce soir. Ce qui permet la connexion, c'est effectivement le lâcher prise. C'est-à-dire, quelque part, je vous ai dit tout à l'heure, venir sans attente. Et vous savez, c'est comme un truc qu'on fait en entreprise et qui est vraiment un truc, je me bats contre ça parce que je trouve que c'est tellement nul, c'est se demander aux gens de préparer une réunion. C'est quelque chose de complètement terrible parce que ça veut dire que tout le monde arrive avec son propre agenda et du coup, chacun défend ce qu'il a préparé, et c'est bien normal, c'est bien humain. Alors qu'un moment de réunion devrait être un moment de rencontre, en l'occurrence. Je ne sais pas si la rencontre est tellement facile dans ces moments-là, mais enfin, en tout cas, ça devrait être un moment d'échange. Et du coup, ça devrait être un moment d'ouverture. Ça devrait être un moment sans attente, justement. Et le fait de préparer, c'est commencer à s'écrire des attentes, ce qui est un moment terrible, parce que ça veut dire que derrière, on sera incapable de générer en réunion quelque chose de vraiment productif et surtout de quelque chose de co-construit. Voilà, donc pour moi, c'est lâcher prise, c'est venir sans attente, c'est jouer. Voilà. Ok, merci Philippe. Karim, un petit mot à dire sur ces conditions nécessaires à la vraie rencontre?
Oui, un petit mot, sinon les mauvaises langues vont m'accuser d'être bavard. Non, t'inquiète pas. Et tout le monde remarque bien que c'est complètement faux, évidemment. Trêve de plaisanterie. La rencontre est une occasion de connaissance, de l'autre comme de soi-même. Et cette occasion de connaissance va se prolonger en occasion de reconnaissance. Et je crois que c'est ce qui est vraiment important. C'est se dire, comme je disais tout à l'heure, qu'on se voit, qu'on se reconnaît pour ce qu'on est, pour ce qu'on a à offrir, ni plus ni moins. Et Philippe, à l'instant, mais Nathalie aussi d'ailleurs, évoquait la condition nécessaire du lâcher-prise. Et je pense en effet qu'il est indispensable pour une vraie rencontre de ne pas avoir d'autre agenda que d'être soi-même et de pouvoir rencontrer l'autre dans son authenticité. Mais, et je pense que c'est là un vrai paradoxe de la rencontre, c'est que d'un côté, la vraie rencontre va demander du lâcher-prise, et vraiment, enfin, au sens strict du terme, et en même temps une forme de discipline d'attention. Parce que pour rencontrer l'autre vraiment, il faut habiter le présent de la relation. Et ce dont on se rend compte très, très, très largement, parce que nos vies sont ainsi faites, parce que la société est ainsi faite, parce que nous avons été façonnés ainsi, c'est que nous avons le plus grand mal à habiter le présent. Et que nous sommes constamment soit happés par le passé, on va ressasser des choses qu'on aurait dû faire comme ceci plutôt que comme cela, des remords, des regrets, etc. Et la plupart du temps, on va être parallèlement happé, aspiré, vampirisé par le futur. Les projets, les projections, les rêves, les peurs, les aspirations. Et donc, si vous voulez, cette double aspiration du passé d'un côté et de tout ce qu'il draine, et du futur de l'autre et de tout ce que ce futur draine, font qu'il nous reste bien peu de disponibilité au présent. Or, la rencontre, et la vraie rencontre, se joue dans le présent. Et suppose donc, à mon sens, vraiment, spirituellement, une forme de discipline de l'attention et de cette capacité à habiter le présent. Il y a autre chose, si vous voulez, c'est que, et je reprends ce terme d'éthique, on n'est pas obligé d'aspirer à la rencontre. Parce que rencontrer l'autre, se donner les moyens de rencontrer l'autre, c'est s'exposer. C'est s'exposer au meilleur comme au pire. Et c'est la plupart du temps aussi, d'une certaine façon, offrir à l'autre des leviers sur soi. Donc, il n'y a vraie rencontre que s'il y a un minimum de confiance en soi-même et un minimum de confiance en l'autre. Ou alors, j'en reviens à la troisième condition de la rencontre, une telle exaspération par rapport à ce qui se joue qu'on se dit qu'on n'en a plus rien à foutre, passez-moi l'expression, et qu'on se lâche. Mais dans ce lâchage-là, il y a possibilité de rencontre. Donc, cette dimension éthique, ou ces dimensions éthiques, elles vont pour moi renvoyer à trois dimensions qui sont constitutives de toute éthique. Après, évidemment, chacun voit midi à sa porte et chacun va mettre des choses différentes. Mais l'éthique, c'est déjà un certain rapport à soi-même. Et à mon sens, la visée d'un rapport à soi-même juste, entre guillemets, pour rencontrer l'autre, c'est un rapport à soi-même authentique. Être en capacité d'aligner, d'ajuster ses pensées, ses paroles et ses actes. D'être déjà en cohérence avec soi-même avant d'aller à la rencontre de l'autre. Et à mon sens, il y a une deuxième dimension éthique indispensable à la rencontre, c'est le rapport aux autres. Et un rapport aux autres pour lequel, à mon avis, la visée, c'est une visée de rapport aux autres juste, au double sens du terme. Juste au sens de la justice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rencontre, ni d'ailleurs d'interaction sereine, plus globalement, sans symétrie dans la relation, sans réciprocité, sans le fait de se dire que je vais d'une certaine façon agir avec l'autre comme j'aimerais que l'autre agisse avec moi-même, sans attendre d'ailleurs qu'il le fasse, ce qui n'est pas toujours évident. Et puis, il y a évidemment aussi une visée de justesse. Comment est-ce que je fais pour m'ajuster à l'autre pour qu'il soit en capacité de m'entendre ?
Et donc, voilà, si vous voulez, pour moi, les éléments, les prérequis, les conditions nécessaires à la rencontre, telles que moi, je peux les vivre de façon évidemment éminemment subjective. Il ne s'agit pas, sur ce sujet comme sur n'importe quel autre, de prétendre ce qui serait, dans le meilleur des cas, naïf et ce qui serait, dans le pire des cas, carrément nocif et mensonger. Il ne s'agit pas de prétendre que sur cette question humaine par excellence, comme sur tout autre, il y aurait une réponse univoque ou une vérité. J'ai envie de rajouter un truc là, à ce que tu viens de dire, Karim, parce que tu parlais de la discipline, et ça m'a donné envie de rebondir là-dessus en termes un peu de théâtre, une fois de plus. J'ai eu l'occasion de faire des ateliers de clown ici sur Lyon avec Jean-Luc Bosque, qui est un gars assez fantastique. Et le clown est une discipline qui exige énormément de lâcher prise. Et on passait beaucoup de temps pendant les ateliers à lâcher. Et Jean-Luc dit ceci, il dit le lâcher prise, c'est un travail. Et je pense que c'est exactement ça, c'est-à-dire ce ne sont pas des outils, que ce soit le clown, que ce soit l'impro, ce ne sont pas des outils, c'est une pratique, c'est un travail. Et dans ce que tu dis, ouais, pourquoi pas, c'est une discipline, c'est des années où tu vas faire des choses et un peu à la fois, ça va venir. Et tout à l'heure, quand tu parlais, alors je ne sais plus quel mot tu utilisais, mais j'avais envie de rappeler aussi qu'en impro, on parle de spontanéité, hein, le fait d'être vrai quelque part, d'être dans sa spontanéité. Voilà, je voulais juste rappeler ça parce que tu m'as fait penser à ça. Merci. Nathalie, tu veux dire un mot sur les conditions de la vraie rencontre? Oui, bah pour rebondir sur ce que disaient Karim et puis Philippe, effectivement, j'ai retenu donc habiter le moment présent, être disponible à l'autre et ce travail voilà, sur soi, ce travail à être disponible au moment présent. Pour moi, la condition principale, effectivement, c'est cette disponibilité et puis cette sorte de suspension de jugement. C'est vraiment de faire en sorte, donc on peut dire que c'est un travail, de faire en sorte de ne pas se mettre de pression, ni de mettre de pression sur l'autre pour être dans des objectifs, d'être vraiment dans une... ne pas être concentré sur ce qu'on va chercher, mais plutôt être attentif à ce qui se passe, attentif à l'autre, attentif à la disponibilité ou pas de l'autre. Parce que souvent, on démarre des réunions et on ne prend pas le temps de savoir si les gens sont vraiment là, s'ils sont fatigués, s'ils ont une préoccupation à laquelle il faut ils peuvent peut-être voilà, ils vont mal garer leur voiture ou il y a quelque chose qui les préoccupe. Donc, se préoccuper de l'attention de l'autre et donc d'être attentif à ce qui se passe plutôt que d'être concentré sur ce qu'on doit faire ensemble. On est là ensemble, on doit faire ça et donc on se concentre. Et souvent, on nous dit que la concentration est une bonne qualité, mais je pense que c'est plutôt l'attention qui, parfois, nous amène à nous déconcentrer de notre objectif et puis à prendre du recul et à avoir cette vision un peu globale. Donc, pas de pression, pas d'attente fébrile sur quoi que ce soit, mais plutôt, pour rebondir sur ce que disait Karim, sur nourrir sa vie intérieure pour ensuite s'aventurer vers l'extérieur. Donc, c'est vraiment rentrer chez soi pour aller ensuite sortir de chez soi. C'est vraiment un pas de deux constant. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans la rencontre, bah, finalement, on ne se nourrit pas et on n'a plus grand-chose à partager avec les autres. Parce que des personnes qui connaissent beaucoup de monde, qui sont dans la rencontre, entre guillemets, perpétuelle, et ben en fait, c'est une rencontre qui n'en est plus une, parce que qu'est-ce qu'on va partager puisqu'on n'a plus de retour sur soi et de temps passé avec soi-même. Donc, c'est vraiment travailler son intériorité. C'est si on aime lire, c'est lire des romans, de la philosophie, si on aime faire de la musique, si on aime en tout cas peindre ou faire des choses ou du sport. Mais ensuite, partager ça, ces passions-là, partager cette intériorité et le soin qu'on a pris pour soi-même. Et puis, finalement, être un peu sur cette ligne de crête entre soit on se dit, ben voilà, c'est le hasard qui fera que je rencontrerai, donc j'ai plus pas de prise et je ne cherche pas à rencontrer. Mais là, en fait, on est dans une espèce d'acceptation résignée. Ou alors, un peu de dire que je suis tout puissant et que je vais créer forcément la rencontre. En fait, non, on crée l'occasion, on sort effectivement de chez soi, mais après, on laisse venir les choses. Et souvent, ben, on est quand même dans une société, il y a un moment où on nous demande d'être productif, d'être rapide, de faire beaucoup de choses. Et finalement, une sorte de signe extérieur de richesse, c'est vraiment d'être un peu débordé. Or, en fait, le fait d'être
oisif, un peu de prendre son temps. Souvent, c'est mal perçu. Et pourtant, c'est ça qui permet vraiment d'être dans la rencontre. Moi, j'ai en tête, c'est un peu le cliché, mais d'attendre mes enfants à une terrasse de café parce qu'on devait déjeuner ensemble. Et puis, comme j'étais arrivée en avance, ce qui ne m'arrive pas souvent, j'avais du coup, Philippe rigole, j'étais en avance, donc j'étais, eh bien, j'ai pu faire une rencontre spontanée, riche, mais parce que je n'avais pas d'attente particulière, puisque j'étais dans un moment où j'avais une autre rencontre en tête. Et j'étais en train de faire autre chose pendant ce temps-là. Et souvent, en fait, d'être oisif, c'est un peu vécu comme, c'est pas une qualité. On dit que les personnes sont un peu paresseux, un peu losers. Or, en fait, ce sont des personnes qui laissent les choses arriver et voilà, on n'est pas dans cette fébrilité permanente comme on est actuellement. Par contre, il y a des rencontres qu'on n'a pas envie de faire. Et là, je reviens avec ma casquette entreprise des possibles, puisqu'on crée des occasions de rencontre entre le monde de l'entreprise et le monde de la grande exclusion. Eh bien, c'est assez improbable parce que tout le monde, hein, moi la première, on n'a pas tellement envie de rencontrer le sans domicile fixe, la personne qui est dans la rue, qui est là, qui lui est disponible à la rencontre, en fait, qui souvent ne demande qu'un bonjour. Parce que quand on croise le regard d'un sans domicile fixe, de quelqu'un qui a des difficultés et qui aurait quelque chose à attendre d'une rencontre, on se sent un peu responsable de lui. Et donc, souvent, on détourne le regard parce que Lévinas dit répondre à quelqu'un, c'est déjà répondre de lui. Et donc, si on répond ou à quelqu'un qui nous sollicite dans la rue, si vraiment on prend conscience de la vie dans laquelle il est, on se dit, je ne peux pas le laisser comme ça. Enfin, moi, je suis quand même inclus, j'ai un toit, j'ai quoi de manger, je peux quand même l'aider un minimum. Et quelque part, on a peur de cette rencontre, on ne sait pas qu'on a peur d'être gauche et de ne pas savoir vers quoi on va être embarqué. Et donc, alors qu'en fait, on peut en fait, comment dire, rencontrer l'autre, y compris dans sa vulnérabilité ou dans ses difficultés, sans forcément se mettre en danger. Et effectivement, rencontrer l'autre, c'est répondre de l'autre, mais parfois, y compris pour les sans domicile fixe, c'est parfois pas grand-chose et c'est simplement un bonjour. Et je vais passer la parole à une experte du bonjour, c'est Marine Cadenne. Alors, on ne peut pas montrer la vidéo, sauf si Marine, tu as accès à ta vidéo et que tu peux partager ton écran. Mais Marine, je ne sais pas si tu as mis ta caméra, donc elle dirige en fait l'association Entourage. Et donc, elle va se présenter, mais en tout cas, l'association Entourage, que je trouve assez remarquable, hein, il y a quelques jeunes associations comme ça sur le sans-abrisme qui se sont créées soit à Paris, soit à Lyon. C'est le cas d'Entourage. Et qui, en fait, dont la mission, c'est réellement la rencontre en faveur vis-à-vis des sans-abri, de manière très simple et accessible à tous. Donc, je te laisse la parole, Marine, pour nous expliquer qui tu es et qu'est-ce que la rencontre pour toi, et notamment la rencontre des personnes sans domicile. Oui, merci beaucoup de me laisser la parole, Nathalie. Merci à tous pour vraiment vos interventions de qualité. La rencontre, c'est un petit peu, comme le disait Nathalie en introduction, un peu entre guillemets mon métier, comme le métier de beaucoup de gens. Mais moi, toutes vos interventions m'ont vraiment alimenté aussi dans la réflexion de mon quotidien professionnel comme personnel. Donc, merci beaucoup déjà pour la qualité de vos interventions. C'était vraiment très impressionnant. Je vais essayer d'être à la hauteur et d'illustrer un petit peu, de reprendre des choses que vous avez pu dire tout au long de vos interventions pour justement aussi en profiter pour faire le pont avec ce public en situation de précarité qu'on peut vraiment croiser très régulièrement et finalement qu'on est ceux qu'on ne veut pas rencontrer, comme le disait justement Nathalie, ceux qu'on n'ose pas rencontrer, ceux qu'on ne prend pas le temps forcément de rencontrer. Et donc, c'est là tout le but de l'association Entourage. J'ai entendu que vous aviez eu des conférences autour du Vendée Globe. Cette année, on a eu la chance, peut-être que certains nous connaissent comme ça, d'avoir un bateau qui s'appelle Linked Out, dont le skipper Thomas Ruyant était notre champion. Et Linked Out est un projet d'entourage. Donc, peut-être que vous avez entendu parler de notre projet professionnel de réinsertion des personnes en situation de précarité. Voilà, ça fait un petit peu le lien avec la conférence précédente. Et effectivement, ce projet Linked Out est aussi porté par Entourage.
Donc, entourage, qu'est-ce qu'on fait à part donner des emplois, évidemment, par le projet Linked Out? C'est aussi créer la rencontre entre personnes avec et sans abri d'un même quartier. C'est vraiment le cœur de notre métier. Parfois, on peut me répondre, c'est tout. Juste la rencontre à des personnes sans domicile fixe, c'est tout ce que vous proposez. Pas d'accompagnement administratif, pas de remise dans un logement, simplement de l'écoute et du temps humain, c'est tout. Et bien, je pense que le sujet de la conférence et les interventions qui ont eu lieu juste avant ont, j'espère, vous ont convaincu du caractère tout sauf anodin de la rencontre, et encore plus envers des personnes en situation de précarité qui, eux, ne rencontrent personne. Au contraire, subissent cette non-rencontre, ce mépris, cette indifférence, lorsque l'on ne prend pas forcément le temps de s'arrêter ou lorsque, évidemment, on a des freins très légitimes à cette rencontre. Pour un petit peu illustrer mon propos, on travaille avec beaucoup de personnes en situation de précarité au sein de l'association qui composent notre comité de la rue, des personnes qui ont vécu à la rue, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, et qui partagent tous dans leur discours cette main tendue, cette rencontre qui a changé leur vie, cette rencontre en complémentarité du travail des professionnels, en complémentarité de l'accompagnement social qui est essentiel. Mais il y a vraiment une rencontre qui leur a redonné leur humanité, qui leur a redonné leur dignité, et surtout leur a redonné envie de participer de nouveau à la société qui l'a pourtant rejetée ou un petit peu abîmée. 85% des personnes SDF disent ressentir le rejet des passants, disent ressentir cette non-rencontre. Et donc, nous, tout le travail dans notre association, c'est comment on peut faire en sorte que cette rencontre se passe. Cette rencontre qui est loin d'être facile, cette rencontre qui, comme ça a été dit, demande de l'engagement, de la disponibilité, du lâcher-prise, mais aussi beaucoup de travail, beaucoup de conditions et surtout beaucoup d'humanité. Voilà, c'est vraiment se mettre à nu avec une personne qui est très différente par son parcours de vie, de soi, de son individualité. Voilà, je ne passerai pas sur nos moyens d'action, ils sont vraiment divers et variés. Nous, pour créer ces conditions à la rencontre, parce que c'est finalement notre métier, créer vraiment ce cadre propice à une rencontre bienveillante et à une rencontre horizontale. On est vraiment dans cette démarche de se dire, évidemment, il y a des rencontres... il y a différents types de rencontres. Il y a la rencontre entre la personne SDF et son travailleur social. Il y a la rencontre entre une personne SDF et un bénévole d'une association qui vient lui livrer un repas chaud. Mais cette rencontre sous-tend toujours un rapport aidant-aidé que nous, on aimerait venir compléter par une rencontre complètement bienveillante, une rencontre complètement gratuite d'une personne, d'un voisin avec abri à un autre voisin sans abri. Pas forcément une personne qui a des besoins, qui a besoin de manger, qui a besoin d'un logement, mais juste une personne. Proposer quelque chose d'un petit peu différent et complémentaire, c'est ça notre métier, en vous mobilisant, en mobilisant tout à chacun et en créant vraiment ces conditions de rencontre. Donc évidemment, ces conditions de rencontre, pour nous, elles peuvent se faire au téléphone via un programme qui s'appelle Les Bonnes Ondes. Elles peuvent se faire sur notre application qui s'appelle Entourage, parce qu'on met aussi des outils numériques, des réseaux sociaux au service de cette rencontre. On utilise vraiment tous les moyens, on fait des tournées de rue, où on crée vraiment cette disponibilité, où on prend vraiment 2 heures pour aller parler aux personnes sans abri à Lyon. Enfin voilà, tous les moyens sont bons pour essayer de créer cette rencontre horizontale. J'ai la chance d'en faire mon métier. Et effectivement, cette rencontre, elle met un petit peu à nu. On parlait beaucoup de mettre à bas les masques. Je pense que les masques sociaux tremblent devant une personne en situation de précarité. Elle induit vraiment d'être dans le présent, parce qu'une personne SDF, elle n'a pas forcément envie de parler de son passé. Son passé, c'est douloureux. Et son futur, c'est plein de promesses qui risquent d'être déçues. Donc, la personne SDF, rien que dans sa conversation, nous oblige à être présent. Dans les rencontres qu'on peut faire, on parle de la pluie, du beau temps, des travaux qui ont lieu dans la rue à côté. On parle de ce que la personne aime. On parle vraiment de ce moment présent et c'est vraiment une bulle qui nous permet de se reconnecter aussi à soi à travers cette relation vraiment ancrée sur un moment T. C'est aussi une rencontre qui permet vraiment d'être vraiment dans une autre posture où l'autre n'attend rien de nous. L'autre n'attend pas forcément qu'on soit brillant, n'attend pas des sujets de conversation incroyables. L'autre est déjà assez reconnaissant
qu'on lui accorde un moment, pas forcément pour lui demander de quoi il a besoin, mais juste à quoi il pense ou comment ça va aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui parfois peut être très reposant aussi dans une relation qui est évidemment pas forcément facile, on se confronte à la vulnérabilité, mais une relation qui permet de vraiment faire tomber les masques puisqu'il n'y a pas d'enjeu à cette relation. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous dire 2-3 mots sur les conditions de rencontre qu'on cherche à créer à Entourage. Et je vais un petit peu essayer de clôturer cette intervention par quelque chose qu'on fait beaucoup à Entourage, à essayer de donner la parole aux personnes de l'autre côté, aux personnes SDF qui rencontrent des personnes grâce à nous, grâce à notre action. Il faut savoir que 72% des personnes SDF qu'on accompagne ont, par les rencontres qu'elles font à Entourage, envie de faire de nouvelles choses. Et on parlait tout à l'heure qu'une rencontre s'évalue aux effets qu'elle induit. Je pense qu'avoir envie de faire de nouvelles choses pour des personnes qui, parfois, n'osent même plus pousser la porte d'un café, c'est déjà une grande réussite. Et de l'autre côté, dans les personnes comme vous et moi qui allons à la rencontre des personnes sans abri via Entourage, il y a 88% qui ont changé leur comportement avec les personnes SDF, bien entendu, mais de manière générale, avec leurs amis, avec leur famille. Ils sont plus dans une capacité d'écoute parce qu'elles ont fait tomber les masques avec la personne la plus différente qu'il soit, une personne sans abri. Parfois, on même pu trouver des similitudes avec cette personne sans abri dans les opinions, dans les envies, et qui développent des compétences d'écoute et d'attention à l'autre qu'elles peuvent utiliser dans leurs relations professionnelles, dans leur famille. Et c'est ça aussi un des effets des rencontres qu'on provoque. Donc, je vais essayer de vous passer cette vidéo pour vous faire entendre en tout cas la parole du comité de la rue d'Entourage. La vidéo s'appelle L'importance d'un bonjour. Mais un bonjour, on sait tous que c'est le début d'une rencontre et de quelque chose d'assez formidable. Donc voilà, je vais essayer de vous la partager. Sinon, moi aussi, je serai contrainte de vous l'envoyer. On va voir si ça marche. Voilà, en attendant, le bonjour, ça veut dire je te reconnais dans une langue africaine. Je ne sais plus laquelle. Est-ce que vous voyez mon écran déjà pour commencer? Oui. Oui, super. Alors, je tente le son. Oui, ça va. Sourire, le bonjour et un sourire, c'est ça qui compte le plus quand tu es à la rue. Pour moi, c'est ça qui m'a sorti aussi de la rue en même temps parce que moi, j'ai les riverains, à force de les côtoyer, eh ben, c'était systématiquement bonjour, même les enfants, c'était pareil. Pas spécialement qu'il fallait qu'ils me donnent une pièce, non, c'était le contact, c'était le bonjour, c'était un sourire, c'était tout ça qui me faisait plaisir. Et c'est pour ça que je m'en suis sorti comme ça aussi. Parce que j'aurais été tout seul dans mon coin, qu'on ne me dise pas bonjour, quoi, rien du tout, ben, je serais encore à la rue actuellement. Ce qui est de génial avec le petit réseau que je me suis fait, c'est de voir les gens, les riverains qui habitent là, ou bien les gens qui viennent travailler près du métro où je suis, ils passent, ils s'arrêtent et ils ne font tout simplement que dire bonjour, comment ça va, et ça m'aide. Ça aide vraiment. Ça montre qu'on est toujours vivant, qu'on existe encore, qu'on n'est pas simplement un tas de vêtements de chair et d'os tapés sur les escaliers du métro. On est là, on est une personne à part entière, ils nous regardent, on papote un peu avec eux, et à la longue, il y a des liens qui se tissent, qui me donnent quelque chose, qui me fassent une obole, une petite offrande, ou pas. Ça n'a absolument rien à voir. Mais les rencontres avec les gens, c'est essentiel. Un bonjour peut aider une personne à la rue. Je pense que oui, parce que ça peut l'humaniser. Ça crée un contact par la suite. Ça peut même devenir un ami de quartier. Je pense que dire bonjour à un sans-abri, même s'il ne vous regarde pas, même s'il vous fait la tête, même s'il vous regarde bizarrement en se disant mais attends, pourquoi il me dit bonjour? Mais en fait, vous savez pourquoi il vous fait la tête? Parce qu'il a tellement l'habitude d'être dans l'indifférence que le fait de lui dire bonjour, il est tellement étonné qu'il dit mais attends, il est bizarre cette personne. Mais si, c'est très important. Et personnellement, moi, quand j'étais sans domicile fixe, j'ai toujours adoré quand les gens me parlaient. Et puis un bonjour entraîne
un petit mot, et puis une petite phrase, et puis une petite tête. Enfin, un petit bonjour peut aller très loin dans le temps. Bien sûr, je pense qu'un bonjour peut changer la vie, la journée, le moment, l'instant d'une personne sans domicile. Et donc, pourquoi s'en sortir si on est tout seul? Donc, quand les gens nous disent bonjour, ça donne envie de s'en sortir. Un bonjour va amener un autre bonjour, qui amènera encore un autre bonjour, qui amènera une poignée de main, un échange de prénoms. Et je vais terminer en disant que les belles histoires commencent souvent par un bonjour. Mais ça lui remonte le moral quand même. Elle va se sortir qu'elle existe. Cette personne, elle va se raconter qu'elle existe. Mais c'est que cette personne va être reconnue. Voilà. Au moins un bonjour, c'est un sourire. Pour cette personne, ça lui remonte la journée. Merci Marine. Tu as encore quelques mots à nous dire? Non, je pense que la vidéo se suffit à elle-même. Okay. Si vous pouvez garder un écho, c'est la phrase de Kenny qui dit les belles histoires commencent souvent par un bonjour. Et je pense que voilà, ça suffit comme conclusion. Ok, parfait. Merci en tout cas pour cette belle intervention. Je peux compléter, Anne, 3 secondes. Marine intervient aussi dans les entreprises. Donc, et c'est vrai que si vous êtes dans une entreprise et vous souhaitez sensibiliser sur cette question du sans-abrisme, eh bien, parce que c'est une forme d'engagement possible, il y a vraiment ces mots qui passent alors qu'on pense que c'est des questions qui ne vont pas toucher et qui n'ont pas leur place dans d'autres milieux. Donc, c'est vraiment pas ce n'est pas que le travail social, c'est tout un chacun. Et donc, la force d'entourage, c'est vraiment d'arriver à toucher chacun et par des petites choses. Juste mettre l'application entourage sur son téléphone et juste faire quelques actions très simples. Merci en tout cas, Marine, pour ton témoignage. Oui, merci. Très beau témoignage. Bon, on vient d'évoquer ensemble les conditions nécessaires à la rencontre. Donc, nourrir son intérieur, oser, lâcher prise, être présent, tomber les masques, ne rien attendre. On peut aussi rencontrer des difficultés, on peut savoir ce qu'il faut faire et rencontrer des difficultés. Alors, je vais lire le petit message de Christine qui nous dit « La spontanéité, l'enthousiasme peut faire peur à l'autre. Et dans ce cas, la personne en face n'est pas sans doute pas la bonne personne et la vraie rencontre n'est-elle pas possible ?» En d'autres termes, elle nous dit, est-ce qu'il peut y avoir un problème de profil de personnalité? Un extraverti peut-il être compris par un introverti? Par exemple, interprétation de la spontanéité comme du superficiel ou de l'intrusion. Voilà, donc on va rentrer dans la dernière question qui est les difficultés qu'on pourrait rencontrer pour faire ces vraies rencontres. Est-ce que Philippe ou Karim, vous voulez intervenir pour nous en dire un mot là-dessus? Karim, je t'en prie, vas-y. Je suis convaincu, mais d'expérience, qu'il y a des moments et des espaces plus ou moins propices à la rencontre. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les Grecs anciens avaient une conception très, très riche, très ample du temps et des différents temps. Le temps aion, l'éternité, le temps kairos, le moment opportun. Et c'est sur ce temps kairos que j'aimerais revenir. Le kairos, c'est vraiment le moment opportun, le moment où deux personnes vont être disponibles pour se rencontrer. Et ça ne se décrète pas. Donc oui, mon sentiment, c'est qu'il y a en effet, qu'il faut que les conditions soient réunies pour qu'une rencontre puisse se faire. Et que la seule volonté d'une des parties est loin de suffire. Philippe? Ouais, je voudrais rajouter que tout à l'heure, je prenais l'exemple du networking. Je voudrais revenir là-dessus parce que quand tu es en networking, ce n'est pas trop le bon moment pour être authentique et te montrer dans ta vulnérabilité, je dirais. Parce qu'en fait, quand on est dans ce genre de moment, qui n'est pas un moment vraiment de rencontre, mais plus un moment de croisement, toute chose que tu vas te dire, enfin, comment dire, tu sais, quand on est en communication, la communication, c'est un truc extrêmement complexe et quelque part, on est tous bien limités par, en fait, parce qu'on va retenir de l'autre. Et du coup, quand on se montre, quand on va trop loin dans l'explication, quand on essaie de montrer la complexité de ce qu'on est, l'autre en face, il va retenir que 2-3 trucs.
Et qu'est-ce qu'il va retenir? On ne maîtrise pas du tout ce qu'il va retenir. Et du coup, dans des moments tels que les moments de networking, moi j'ai tendance à dire, mais cadre ton truc, parce que qu'est-ce que tu veux que la personne en face de toi la retienne? Ce n'est pas l'endroit pour être en vulnérabilité. Par contre, et là je reviens un peu sur, j'aime bien cette notion que vient de donner Karim de moments favorables. Je reprends l'exemple avec Vincent. Vincent, on a eu ce moment, on s'est dit, on a envie de faire des trucs ensemble, revoyons-nous. Et on s'est revus. J'avais dit, donc toutes les semaines, on se voyait dans un bar et petit à petit, on s'est ouvert l'un à l'autre. Et je crois que voilà, ça se fait un petit peu à la fois. Et il y a des endroits qui ne sont vraiment pas les bons endroits pour ça, quoi. Ok, merci. Nathalie, tu veux intervenir? Nos chers auditeurs, vous pouvez aussi intervenir en nous écrivant un petit message, soit en prenant la parole. Donc, voilà, sur les difficultés qu'on peut avoir à faire ces vraies rencontres. Juste un petit mot, si je puis me permettre. Nathalie, on a Amandine qui a la vidéo sur l'entreprise des possibles à disposition pour la diffuser. Donc, si tu souhaites qu'on la diffuse et au moment où tu le souhaites, on peut le faire. Et puis, juste une petite aparté sur cela, sur Amandine. C'est qu'en fait, Amandine travaille avec Christopher Pratt. Christopher Pratt est intervenu sur la deuxième conférence. Je ne le connaissais pas, je l'ai rencontré par LinkedIn et je rebondis par rapport aux réseaux sociaux. Suite à cette conférence, on a eu un vrai transfert, une vraie communion d'échange. Une rencontre, voilà. On s'est reparlé derrière et depuis, on échange ensemble toutes les 2 semaines autour de sa société et je l'aide de façon amicale et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Et Amandine, qui travaille avec lui, est également dans cet univers, dans la rencontre, puisque, et sans vouloir faire trop de publicité, elle a écrit un très beau livre sur une rencontre avec Simone Veil. Donc, je crois qu'on est vraiment dans un cas où cette initiative de conférence permet aussi de mettre en scène et d'illustrer ce que vous avez dit avec beaucoup de talent. Merci, Patrice. Nathalie, tu voulais dire un mot? Oui, en fait, puisqu'on parle des difficultés à la rencontre, je rebondis sur le message de Christine, je crois, sur entre extraverti et introverti. Je dirais que dans les difficultés, quand on dit en fait qu'il faut montrer sa vulnérabilité et baisser le masque, en fait, moi, je vois 2 difficultés parfois. Alors, effectivement, il y a des personnes qui sont plutôt introverties et qui ne vont pas forcément être à l'aise avec une spontanéité et une authenticité. Parce que quand on donne un peu sa vulnérabilité, quelque part, on investit l'autre d'une certaine responsabilité. C'est-à-dire, quelque part, je lui demande de prendre soin de moi. Et ça, il faut aussi le faire avec tact et délicatesse parce que la personne n'est peut-être pas forcément disponible à recevoir ça. Et donc, il y a aussi cette attention à l'autre et à dire, est-ce que la personne a envie d'être dans cet échange en authenticité où on dit quelque part ses failles, ses difficultés? Est-ce que l'autre a envie de parler de lui aussi? Il nous arrive parfois de poser des questions à l'autre parce qu'on a vraiment, de manière authentique et sincère, envie de le connaître, mais ça peut être vécu comme intrusif parce qu'effectivement, on est d'une nature un peu extravertie, on a besoin de cette connexion pour entrer en lien avec l'autre, et l'autre n'est pas prêt en fait, n'est pas encore en sécurité pour le faire. Et ça, il faut effectivement décrypter. Ça rejoint aussi ce que disait Karim tout à l'heure sur se connaître et connaître un peu les ressorts de la nature humaine pour ne pas y aller trop vite. Et voilà. Ah, je m'entends en écho. Julie, il y a Julie qui... Julie, vous pouvez... Oui, elle a éteint son micro. Vas-y, Nathalie. Voilà, donc je me dis en fait que souvent, pris dans notre élan d'enthousiasme, de volonté de rencontrer l'autre, on peut parfois mettre en difficulté. Et donc, il faut garder cette attention, y compris par rapport au bon élan de la belle rencontre, pour ne pas bousculer des personnes qui ne seront pas prêtes ou parce que ce n'est pas tout à fait le moment. Peut-être Marine peut aussi rebondir sur les difficultés de la rencontre, y compris dans ce que vous faites et les difficultés que vous rencontrez de votre côté. Puis je vous invite peut-être à mettre pas mal de messages sur le chat et puis peut-être on est dans un moment aussi un peu d'interaction et je crois qu'il y a les petites mains aussi qu'on peut activer pour intervenir. Oui, je vais rebondir et justement sur cette
Ah, pardon, je crois qu'il y a Amandine qui voulait intervenir. Oui, vas-y, Marine. Oui. Après, Marine, j'interviendrai après, aucun souci. Oui, oui, effectivement, pour rebondir sur ce que Nathalie disait sur ces conditions à la rencontre qui inclut vraiment cette aussi condition à la non-rencontre, en fait. C'est vraiment, lorsqu'on est en formation, par exemple, lorsqu'on parle à des voisins lors d'ateliers qu'on peut mener en entreprise, il y a souvent ce premier conseil qu'on donne sur cette rencontre, c'est de sentir si elle est désirée, entre guillemets, par la personne en situation de précarité et nous. C'est vraiment une double question, je dis vraiment ça comme ça, une double question qu'il faut se poser lorsqu'on va à la rencontre d'une personne sans-abri. C'est est-ce qu'elle a l'air d'être disponible, d'en avoir envie, et est-ce que moi, j'en ai envie, est-ce que je me sens sereine dans cette rencontre. Et ça passe par le regard, ça passe par la gestuelle, ça passe par le langage non corporel, et en fait, c'est un préalable à cette rencontre. Et donc, parfois, cette réponse peut être, à ces doubles questions, peut être non et non, oui et non. Dans tous les cas, s'il y a un non, c'est que les conditions à la rencontre ne sont pas réunies. Et donc, s'approprier les conditions à cette rencontre, c'est aussi s'approprier les codes de la non-rencontre, finalement. Et donc, je rejoins totalement Nathalie là-dessus. Et c'est comme ça qu'on peut avoir parfois des mauvaises rencontres aussi. C'est parce que ces rencontres ne tombent pas dans un bon moment. Et ça, une observation de la personne au préalable aurait pu nous l'indiquer. Et il faut être particulièrement à l'écoute avant même que la personne ne parle, par sa gestuelle, par son regard. La rencontre, elle se fait un tout petit peu avant la vraie rencontre physique, finalement, de loin, par le regard, juste avant. Merci, Marine. Amandine, tu voulais dire? Oui, en rebond un peu de ce que disait Patrice, on a évoqué la rencontre, mais on n'a pas forcément évoqué aussi cette notion d'intermédiaire à la rencontre. Et en fait, ces derniers temps, parce que nous, on travaille dans le sport et l'événementiel, donc on est un petit peu sclérosé, on va dire, en ce moment. Et du coup, ça nous a donné des opportunités de rencontrer, d'avoir plus de temps pour échanger avec des personnes sans trop de but, en fait, sans avoir rien à leur vendre ni rien à attendre d'eux. Et donc, c'est des rencontres un peu comme ça qu'on s'est mis en tête de faire avec Christopher sur un peu un mode aussi yes man, yes woman, quoi. On nous propose un truc, ok, on y va. Et donc, quand Patrice a contacté Chris, c'était un peu en last minute, et puis finalement, ça s'est fait. Et puis, par cet intermédiaire-là, on a rencontré d'autres personnes, et puis ce soir, encore en rebond, encore d'autres personnes. Et c'est vrai que tu as eu la gentillesse, Patrice, de citer mon ouvrage, et c'est vrai que ça aussi, c'est né d'une rencontre, en fait. Et un jour, quelqu'un qui a dit à quelqu'un que j'écrivais, et puis de fil en aiguille, voilà. Et moi, j'ai toujours beaucoup cru au pouvoir de la rencontre, mais surtout au fait qu'il y avait rarement, ou pour pas dire jamais, pour pas être une puriste, de hasard dans les rencontres, puisque en fait, on voit bien que les rencontres, elles arrivent toujours au moment qui est juste pour l'un comme pour l'autre, en fait. Et c'est de là que naissent les opportunités, j'ai le sentiment aussi. Ok, merci Amandine. Alors, on a quelques messages. Nathalie nous dit, est-ce que c'est pas, il n'y a pas aussi dans l'art de faire des rencontres, n'est-ce pas plus difficile pour nous Français de favoriser les rencontres par rapport à d'autres pays comme le Québec, où la spontanéité est beaucoup mieux acceptée? Donc voilà, est-ce que nous Français, nous sommes j'allais dire, en train de faire des rencontres en étant spontanés? Il y a Richard qui ne pense qu'il n'y a pas de mauvaises rencontres car toutes sont toujours réussies et toujours positives. Voilà, donc il n'y a pas de mauvaises rencontres. Est-ce que les gens veulent réagir là-dessus? Pas de mauvaises rencontres ou des conditions un peu culturelles qui nous permettent plus ou moins d'entreprendre ces rencontres? Y a-t-il d'autres messages, Karim, non, sur les mauvaises rencontres? Alors oui, c'était pas là-dessus que je souhaitais intervenir, mais je pense pas non plus qu'il y ait de mauvaises rencontres. Il y a pour moi de vraies ou de fausses rencontres. Mais de vraies rencontres, elles peuvent ne pas être spécialement agréables, sur le moment en tout cas. Mais en effet, je pense qu'on ne peut que ressortir grandi d'une vraie rencontre, ne serait-ce qu'à ses propres yeux, ne serait-ce du fait qu'on en ait été capable, ce qui n'est pas toujours évident.
Et ce que je voulais dire, enfin, ce pourquoi je levais la main tout à l'heure, c'était en résonance à des choses qu'avait pu nous livrer Marine. Alors, non plus dans le champ de la rencontre avec les SDF, mais dans le champ d'autres rencontres, qu'on essaie de susciter aux Cités d'Or, des rencontres, puisque en fait, aux Cités d'Or, on crée des binômes entre des jeunes gens qui ont entre 16 et 25 ans, qui suivent nos programmes, et des volontaires qui ont pour mission, les uns comme les autres, hein, pas seulement les volontaires, mais qui ont pour mission de se rencontrer. Avec évidemment tout ce que ça implique d'exigence. Et en fait, ce que disait Marine me faisait vraiment penser au fait que ce n'est pas parce qu'on a de bonnes intentions qu'on va faire de vraies rencontres. Et ça me rappelait l'importance de la symétrie, l'importance aussi du fait de faire tomber les approches ou les rôles un peu fonctionnels. Je m'explique. Faire une rencontre, c'est pas faire sa BA, parce que ça marche pas. On va pouvoir avoir une interaction utile, intéressante, chaleureuse, mais ce sera pas une rencontre. Une rencontre nécessite la symétrie. Une rencontre nécessite de faire tomber les rôles. Si vous voulez, au risque de, et j'espère ne choquer personne par ma radicalité en matière de rencontre, mais entre aidant et aidé, entre sauveur et victime, entre personnes pleines de bonne volonté et personnes qui n'ont rien demandé, je ne pense pas qu'il y ait de rencontre possible. Il peut y avoir interaction, il peut y avoir enrichissement réciproque, etc. Mais la rencontre nécessite, de mon point de vue, la symétrie parfaite. La rencontre se fait entre deux humains. Elle ne se fait pas entre deux fonctions. C'est la raison pour laquelle aussi, au début de nos échanges, j'évoquais les fonctions de parents et enfants. Je pense qu'arrivé à un certain âge, si on reste dans ces relations fonctionnelles de parents et enfants, il ne peut pas y avoir de rencontre entre le parent et l'enfant. Merci Karim. Alors, il y a Christine dit, pour moi, la plus belle rencontre qui a changé ma vie est venue de quelqu'un qui montrait par son action que l'impossible est possible, ouvrait sur un horizon positif possible. Delphine nous dit, il n'y a peut-être pas de mauvaises rencontres, mais des rencontres douloureuses, et je rejoins Karim qu'on en sort grandi. Écoutez, il est déjà 21h11, on pourrait en discuter des heures. Moi, je vous propose, si vous en êtes d'accord… Juste, s'il vous plaît, j'ai une personne au téléphone qui a animé la conférence précédente, s'appelle Daniel Kafka, qui est chef d'orchestre, qui n'est pas connecté, mais qui est présent par téléphone, et je vais essayer de le mettre sur mon micro pour qu'il puisse partager une réflexion avec vous, si vous me le permettez. Daniel? Oui. Dites-moi si la qualité est bonne. Vas-y. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Philippe, Karim, Anne. J'ai pris un peu le train en marche. Je suis désolé. Je suis à un endroit où je ne perçois pas tout, mais quand même en grande partie. C'est passionnant. Et si vous me permettez, je souhaitais rebondir sur quelques réflexions que j'ai trouvées passionnantes et dans lesquelles j'aimerais par maillage évoquer l'expérience de la rencontre à l'autre, qui est non pas la rencontre d'un individu à un autre individu, mais la rencontre, dans le cas de mon métier, d'un individu à un collectif. Nathalie, tout à l'heure, à un moment, évoquait la curiosité de rencontrer l'autre, le sentiment de compréhension immédiate d'une rencontre authentique et le bonheur de s'engager dans une aventure collective. Et quand on pratique évidemment le métier qui est le mien de chef d'orchestre, on est immédiatement en relation avec ces trois dimensions de la rencontre, parce qu'il y a au cœur l'objet de toutes les attentions, de toutes les passions, de tous les désirs, qui est l'œuvre musicale, qui est au monde. Et en fait, parcourir cet objet, c'est s'embarquer pour Citer. Évidemment, on ne s'embarque pas seul. On s'embarque parce qu'il y a un désir, un plaisir à partager, évidemment. Et puis, Karim parlait de la mission, il y a une mission. Et là, on se trouve
dans une relation de rencontre avec un collectif symphonique que souvent on ne connaît pas, un collectif de femmes et d'hommes. Et la rencontre se fait par un bonjour amical et immédiatement par ce voyage commun à travers l'œuvre, qui est simplement codifié évidemment pour le chef par une gestuelle, par les musiciens par le jeu, mais dont le lien immédiat se fait de sensibilité à sensibilité. Et quand on dirige avec des formations étrangères, par exemple si on dirige avec un orchestre en Corée, en Chine, en Amérique latine ou ailleurs, on se trouve dans un phénomène de transculturalité qui disparaît immédiatement par le fait que l'universalité du langage musical, de l'émotion partagée dans ce temps d'exécution, de la répétition et ensuite du concert, fait qu'il y a une profonde vérité dans cette rencontre-là. Karim parlait d'interaction en toute vérité, et il y a quelque chose qui me frappe toujours, c'est qu'évidemment quand on arrive pour la première fois avec un collectif, on arrive avec ce que l'on est, c'est-à-dire sa fonction. Karim évoquait le fait de tomber les masques pour qu'une relation soit authentique. On arrive avec la fonction, on est chef d'orchestre, on incarne une autorité, un savoir, une culture, une tradition, etc. Et quand on arrive au pupitre, le moment où on se met à jouer, les masques tombent. C'est-à-dire, l'autre, c'est je t'entends tel que tu es, je t'entends tel que tu joues, je ressens ce que tu sens, et j'ose espérer que tu ressens ce que je sens. Donc il y a là quelque chose qui relève d'une relation telle qu'une fois qu'on a connu dans cette situation professionnelle, et j'ai envie de dire dans cette situation humaine, une telle situation, on a envie de la pratiquer quand on descend du pupitre. C'est-à-dire qu'on a vécu une telle relation profonde à travers l'objet poétique qu'est l'œuvre, que quelque chose relève d'une forme d'immédiate transcendance de cette relation. Philippe a parlé aussi de lâcher prise, et Karim a repris cette phrase en disant que la rencontre vraie demande de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire aussi renoncer au contrôle. Parce que finalement, on a tous des mécanismes de prévention ou des mécanismes de survie, j'ai envie de dire, qui font que dans la relation à l'autre, on ne veut pas perdre une face, on veut être digne, etc. Et donc, on se cache derrière des mécanismes qui sont la connaissance, un verbe fort, une attitude et un savoir. Renoncer au contrôle quand on est au pupitre avec l'orchestre, c'est à un moment donné, quand l'orchestre réagit d'une manière qui lui est propre, culturellement propre, dans un mode de jeu, un tempo, etc. Vous acceptez à ce moment-là ta proposition et vous lâchez, vous renoncez au contrôle qui est que vous avez préparé à la table, vous avez joué avec d'autres formations, donc vous savez ce qu'il en est, et tout à coup, vous êtes complètement désorienté parce que cet interlocuteur vous amène sur un autre chemin et vous invite, ça se fait évidemment sans la médiation de la parole, simplement par la temporalité et le jeu sur le timbre, vous invite à le suivre. Donc, il y a une forme de vraie rencontre qui passe finalement par le lâcher-prise. Et Karim évoquait une chose qui me frappe beaucoup parce qu'elle est complètement connectée à la réalité professionnelle qui est la mienne. C'est qu'on n'est que dans l'immédiateté et le temps présent. Quand on dirige, ce qui vient de s'écouler est passé. Le futur, on est en train de le construire, il est dans notre tête, mais la réalité musicale, c'est d'épouser le temps dans ce qu'il est, un temps chronos, mais c'est plus un temps chronos, c'est un temps psychologique, c'est un temps autre. Donc il y a une aptitude, une capacité à habiter le présent et qui parfois peut être très déconcertante. Je vous en donne un exemple. Quand on rencontre un soliste, vous avez dirigé par exemple, là, comme je l'ai fait le mois dernier, le concerto de Sibelius, et le soliste était un soliste russe, Boris Brobtsin,
je le connaissais de réputation, on s'est rencontrés, on s'est serré la main dans sa loge. Et il arrive à la répétition, j'ai déjà travaillé en amont avec l'orchestre, il arrive où sa conception est fondamentalement différente de la mienne, même fondamentalement différente. Tout à coup, on perd pied, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même tempo, je n'ai pas le même phrasé, je suis obligé d'adapter ma gestuelle. Alors, soit on a une attitude de défense qui consiste à dire « suis-moi parce que j'ai une conception », soit alors on accepte immédiatement le partage de cette conception par un jeu de compromis, comme quand on est dans une relation avec l'autre, qui fait qu'on acquiesce, son jugement dans l'instant, il emporte notre adhésion, donc on infléchit notre point de vue, et ça se fait d'une façon complètement tacite, on est hors de sa zone de sécurité, ça donne le vertige, mais en réalité, on est dans la relation la plus authentique, j'ai envie de dire, et c'est là que l'œuvre libère sa vraie créativité. Donc l'art, pour ma part, et aussi avec les musiciens, permet de vivre une relation à l'autre qui fait qu'on s'abandonne. J'ai beaucoup aimé les propos des unes et des autres au sujet de cette disponibilité, de la capacité d'être à l'autre, d'horizontalité. Je sais pas qui a parlé tout à l'heure d'horizontalité, Marine peut-être, qui fait qu'il y a là une relation sincère, authentique. Et enfin, pour terminer, j'évoque la relation avec l'orchestre, mais il y a l'autre, cet autre interlocuteur privilégié qu'on appelle l'auditeur, mais l'auditeur, j'ai envie de dire, c'est presque péjoratif, hein, parce que l'auditeur, ça veut dire celui qui reçoit par les oreilles, mais pas simplement, il reçoit par le cœur, par l'âme. Le public qui vous entoure, souvent, avant le public était derrière nous, mais dans les salles de concert aujourd'hui, il est devant et sur le côté. Et là, tout à coup, vous êtes en double dialogue, en double interaction avec le musicien qui éprouve sa sensibilité par la médiation instrumentale et l'auditeur qui éprouve sa sensibilité et vous accorde sa générosité aussi par sa réception et sa perception de l'œuvre d'art. Voilà, il y a donc une espèce de tridimensionnalité dans cette relation qui est passionnante et qui se retrouve évidemment dans la relation sociale, amicale, professionnelle que vous évoquez et dont vous avez parlé avec, je trouve, beaucoup de grâce et de profondeur. Merci Daniel. Je vous présente Daniel, voilà, vous le voyez. Merci Daniel. Je laisse rebondir. Moi, je dirais juste peut-être un mot de rebondir et puis peut-être conclure, repasser la parole à Anne et puis à toi Patrice pour conclure. Ce que vient de dire Daniel me fait vraiment penser à un livre que j'aime beaucoup, qui a été vraiment fondamental pour moi. C'est La danse du couple de Serge Effez et de Daniel Lofer. Et en fait, la danse du couple, c'est de dire que dans la vie, alors c'est un livre qui parle du couple, mais qui parle de tout couple, c'est-à-dire dans la vie, on est toujours en relation 2 par 2, avec un collègue, avec un ami, et donc tout se joue dans la relation à 2. Et quand, comme Daniel le dit, l'autre fait un pas de côté, qui peut être un pas dissonant et qui nous dérange, si nous, on fait un autre pas à côté, ça devient un pas de danse. Et dans tout couple, couple conjugal ou couple de collègues ou couple d'amis, eh bien, c'est de se dire que la vie est une danse et non pas une confrontation, parce que si l'autre fait un pas de côté et que nous, on ne suit pas, effectivement, ça devient très compliqué d'avancer, mais on peut en faire un pas de danse comme Daniel l'a fait en tant que chef d'orchestre pour devenir un mouvement musical. Parfait. Merci à tous en fait pour ces merveilleuses interventions. Il y a eu plein d'invités surprises, c'était vraiment chouette. Il est 21h22, je vous propose, dans le timing, je vous propose de faire un petit tour des interventions pour conclure. Moi, j'ai passé une très belle soirée, c'était un bel exercice aussi. On a été briefé par Philippe pour un pro, donc voilà, c'était un bel exercice. Je passe peut-être la parole à Marine, Karim, Philippe, Patrice. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot, Nathalie? Je vois qu'on a des beaux témoignages, hein. Merci, belle soirée, merci pour ces belles rencontres. Voilà, on a bien de beaux messages. L'autre est le miroir de soi-même.
Merci à vous. Voilà, donc je vous propose de conclure. Est-ce que Karim, Patrice, Philippe, c'est la parole à nos intervenants pour avoir leur dernière réflexion suite à tout ce qui a été dit, parce que je pense que c'est important. Il y a toujours des idées qui viennent à la fin et je suis sûr qu'ils vous brûlent les lèvres, donc j'aimerais bien que nos intervenants les partagent. Et puis pour conclure, je laisserai la parole à Bruno Agopom, qui est notre vice-président du club et qui apportera son regard entre ce qu'il a entendu ce soir de très inspirant et puis les valeurs aussi, nous, qui nous inspirent au Rotary. Et on est merveilleusement inspirés aussi par vous tous. Et je sais que dans l'auditoire, les 60 personnes qui étaient là, encore les 47 qui sont présentes, il y a plein de personnes qui auraient des tas de choses à dire parce qu'il y avait un panel absolument extraordinaire de diversité et de qualité ce soir. Et je souhaite tous vous remercier. Donc, Karim, Philippe, dans l'ordre que vous voulez, Marine, et vous, évidemment, aussi, Anne et Nathalie, et puis Bruno pour conclure. Karim? Oh, la seule chose que j'aurais à dire, c'est affaire à suivre et surtout à vivre. Et remercier tout le monde, du fond du cœur. Philippe? Ouais, merci à tous. Et je voudrais juste dire que ça ne s'est pas trop passé. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas passées comme prévu. Et du coup, c'est plutôt cool. Et au final, je trouve que c'était une super soirée. Je suis très content de cette soirée. Merci à vous tous. C'est cool. Mais rassure-moi, Philippe, tu n'attendais rien de cette soirée. C'est bien ça? J'ai bien fait parce que j'ai trouvé plein de trucs du coup. Marine, un petit mot dernier? Merci à tous. Je vois qu'on a été une cinquantaine de participants tout au long de la soirée et je suis ravie que ce sujet de la rencontre intéressant. Merci à tous pour votre choix de ne pas forcément voir le discours de Macron, mais de rester avec nous. Merci. Nathalie, merci Marine. Nathalie. Pour vous dire que voilà, vous avez eu je vous ai démontré que j'étais entourée de vraiment de belles personnes et que ce sont que des personnes que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle et qui du coup sont aussi dans ma vie personnelle. Donc je suis ravie qu'ils aient pu être présents à mes côtés. Merci à toi Nathalie. Patrice, je vous laisse le mot de la fin. Et vous aussi parce que vous vous exprimez aussi en votre propre nom. Écoutez, moi j'ai fait de très belles rencontres. Peu de temps que je la connais et comme elle a dit, en elle, je me suis reconnue. Donc, vraiment, ça a été une très belle connexion. Philippe et Karim et Marine, je les connais de si peu. Mais voilà, moi, je trouve que ont vraiment fait avancer mes parcours, ma personnalité et mes trajectoires. Et encore une fois, ce soir, c'est la démonstration. Donc, voilà, je suis ravie d'avoir osé et essayé de lâcher prise pour cette belle conférence. Merci à tous. Bruno, pour vraiment conclure et avec un regard sur tout ce qui s'est passé ce soir. Très volontiers, Patrice, merci. Je me souviens bien d'une rencontre que nous avons eue il y a un peu plus d'un an maintenant. Je me souviens bien de Nathalie, je me souviens bien de Daniel aussi qui était présent et nos amis navigateurs. C'était au Sofitel Bellecour. Et donc, Patrice, déjà à l'époque, on était en train de préparer une conférence au cours de laquelle tous devaient intervenir. Or, la pandémie a fait que nous avons, sous ta direction, Patrice, repensé le format de ces conférences. Et je trouve que c'est une très, très bonne chose. Je pense qu'on n'aurait pas pu concentrer autant de richesse, autant d'intelligence, autant de témoignages et d'humanité en une seule conférence. Et donc, on a entendu nos amis navigateurs, ensuite David et ce soir Nathalie. Je suis très, très heureux de cette conférence. Notre président Kossi a été retenu par une obligation professionnelle pressante. Il n'a pas pu être là. Je présente ses excuses. Alors, 3 éléments rapides de ce que j'ai pu retenir. D'abord, l'idée que la rencontre est un besoin, en fait. Actuellement, nous sommes dans un contexte pandémique où il y a une limitation des possibilités de rencontre. Et on voit, comment dirais-je, des manifestations qui peuvent nous agacer, nous donner l'impression que c'est une forme d'irresponsabilité, de gens qui se réunissent, même à Lyon, sur les quais de Saône, on a vu ça hier. Ça me fait penser à ce que dit un écrivain africain. Il dit qu'un homme qui invite ses amis à un festin ne les fait pas pour les sauver de la famine. Chacun a de quoi manger chez lui. De la même manière, quand la nuit, nous nous réunissons au village pour
être ensemble au clair de lune, ce n'est pas pour voir la lune. Chacun peut la voir depuis son propre lieu. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que la rencontre est un besoin quasi anthropologique. Le deuxième point, c'est le développement de Karim qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est que l'effort pour connaître autrui favorise notre propre connaissance. C'est quelque chose de très fort auquel j'adhère complètement. Et enfin, Nathalie, je crois que tu as cité incidemment Lévinas. Lévinas est un philosophe que j'aime beaucoup pour tout ce travail qu'il a fait sur la rencontre et l'autre, la relation à l'autre. Et Lévinas dit que le rapport à l'autre n'est pas l'affaire de la raison, comme le prétend Kant, mais de présence sensible, physique, de visage. Il dit qu'un visage oblige celui qui le regarde et le rend responsable de ce qu'il voit, c'est-à-dire son humanité. Et les témoignages qu'on a pu voir dans la vidéo de Marine rendent compte de ça. C'est-à-dire que les visages que nous voyons nous obligent quelque part, créent une responsabilité en nous vis-à-vis de ce que nous voyons. Et je voudrais sincèrement vous remercier pour la richesse de ces interventions. C'est très passionnant. Merci Patrice pour avoir orchestré cette possibilité de rencontre. C'est la 4e aujourd'hui. Restez en contact avec nous. Le Rotary sera amené à organiser d'autres conférences, d'autres manifestations. Nous vous inviterons et je vous demanderai de nous tenir informés de votre actualité aussi éventuelle. Nous nous rendrons très volontiers à toute manifestation que de votre côté vous serez amené à organiser. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Bruno, bonsoir à tous et merci à nos intervenants. Et je crois qu'on peut mettre nos caméras et comme le veut la tradition, les applaudir. Mettez vos caméras et le son. Faire du bruit. Du bruit. Un grand merci. Très bonne soirée, bon appétit. Merci à vous et Macron en replay là. Voilà, et en replay. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir à tous. Merci. Au revoir Patrice, merci à tous. Merci à toi Nathalie. Bravo et merci. 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 Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci Philippe, Nathalie, Karim, Anne, Marine. On a été jusqu'à 5.